Salut à tout le monde. Tout de suite avant de commencer, je vous rappelle que cet épisode a été enregistré le 14 octobre 2023 et que donc, comme toujours, tout ce qui va se passer après, moi, j'en sais rien du tout. On lance ça. Ciao tout le monde, comment ça se passe? J'espère bien. Aujourd'hui, on a plein de thématiques à traiter et à commenter, comme un peu toujours, à partir des compétitions internationales de football, parce que maintenant, c'est la pause des équipes nationales. Donc, on doit parler de ça, obligatoire. Et jusqu'à la Coupe du Monde du MotoGP qui est en train de s'enflammer, en passant par des thèmes comme l'athlétisme, la NFL, la NBA, comme toujours. Et bon, on commence tout de suite. On lance ça. Et on va ouvrir cette rubrique dédiée aux équipes nationales. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la pause pour les équipes nationales. Donc là, on peut voir tous nos pays qui luttent pour aller dans les respectifs championnats continentaux. Mais surtout parce que là, en janvier, précisément le 13 janvier 2024, va débuter la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Côte d'Ivoire et qu'elle va débuter par Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et va terminer l'11 février 2024 avec une finale qui s'apprête à être une finale de fou parce que quand même cette année, il faut se dire comme tous les années, mais cette année je pense un peu plus, la CAN, c'est un tournoi qui emmène plein de bonnes équipes qui peuvent penser sérieusement de gagner cette CAN et qui sont très très bien préparés pour ça. Et donc on va faire quoi? On va analyser un peu toutes les poules qui viennent d'être tirées au sort les vendredis derniers. Donc on part tout de suite. On part tout de suite avec ça. Et on va commencer par la poule A qui met contre les 4 équipes suivantes, la Nigeria, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Nigeria et Guinée-Bissau qui étaient dans la même poule, même dans la phase de qualification à cette Coupe d'Afrique. Bon, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de cette poule? Déjà, pour moi, ici, il y a l'un des favoris pour la Coupe d'Afrique et c'est le Nigeria. Pourquoi? Parce que les talents offensifs de la Nigeria, c'est quelque chose de dingue. Ils ont des attaquants et plein d'encore d'attaquants. Ils ont Osimhen, Boniface, Chukwueze, même l'ancien Ahmed Moussa qui est toujours là, même si l'âge pousse encore plus, mais lui il est toujours là. Et on a encore Lookman, Iheanacho, Gift Orban. Et l'unique problème qui se pose pour cette Nigeria, c'est que oui, on a énormément de talent offensif, mais par contre défensivement, on arrive à soutenir ça. Parce qu'en milieu de terrain, on a un milieu de terrain très très physique comme Didi, qui est même expérimenté en Angleterre, ça fait des années qu'il joue à Leicester maintenant. Et il faut quand même trouver quelque chose de plus. En défense, on a Calvin Bassey, l'unique joueur connu de cette équipe, mais en défense. Mais après, je suis pas très rassuré par la défense du Nigeria. Par contre, l'attaque, sûrement, c'est une attaque très fort. Et donc, l'objectif des Nigériens, ce serait toujours de faire un but, de marquer. L'objectif des Nigériens serait toujours celui de marquer un but plus de l'adversaire. Et donc, on doit s'attendre à un Nigeria, au moins, moi, perso, je m'attends à un Nigeria toujours à l'attaque parce que c'est une équipe qui est faite pour aller à l'attaque. Après les Nigeria, on a les organisateurs de cette Coupe d'Afrique. C'est qui la jouent à la maison, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui c'est une équipe en fait en développement, selon moi. Pour moi, ils vont pas gagner tout de suite la CAN. C'est une équipe en fait qui est très forte déjà maintenant, mais elle est en train de se développer. Ils sont en train de faire un mix entre des joueurs expérimentés comme Max Gradel, le premier auquel je pense, et des joueurs beaucoup plus jeunes comme par exemple Karim Konaté, la jeune pépite de la Côte d'Ivoire,
Et après, tu as d'autres joueurs très très importants qui peuvent donner leur poids comme Sébastien Haller, Wilfried Zaha. Et c'est surtout sur les jeunes qu'il faut s'effoncer pour les années à venir. Donc les Diomande, les Kosunu, et les Adingra et surtout la jeune pépite Karim Konaté. C'est un joueur qui, moi perso, j'aime bien. Et c'est un joueur incroyable, un attaquant qui vraiment, il arrive à marquer de toute façon possible. Il arrive à marquer plein de buts même. Et maintenant, il est à Salzbourg, à Red Bull Salzbourg. Mais moi, je m'attends dans les prochains 2-3 ans qu'il arrive dans des grandes équipes. Pour moi, c'est lui, le vrai après Drogba. Après, on a les autres deux équipes de la poule A, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. En fait, moi, sincèrement, je m'attends pas grand-chose de la part de ces deux équipes, même si il faut dire en Coupe d'Afrique, il faut jamais sous-estimer personne, parce que la Coupe d'Afrique, les beaux de la Coupe d'Afrique, c'est vraiment ça, le fait d'avoir des surprises à tout moment. Et donc, la plus grande équipe peut être éliminée en phase des poules par tout un ensemble de petites équipes, et c'est ça qui fait l'imprévisibilité de la Coupe d'Afrique. Mais bon, sincèrement, je vois un tout petit peu mieux la Guinée équatoriale qui l'a passé premier, deuxième avec le même point de la Tunisie en phase de qualification. Mais même la Guinée-Bissau quand même a passé sa phase de poule avec 13 points. Ils ont joué très très bien, ils ont gagné beaucoup de matchs, même si c'est contre des petites équipes. Et quand même, l'important c'était d'y arriver. Et là, ils vont se bagarrer pour la 3e place, qui peut potentiellement donner l'accès au 8e de finale. On passe donc à la poule B qui voit s'opposer les Ghana, les Cap-Vert, Mozambique et l'Égypte. Déjà, pour moi, il faut se dire, les Ghana, pour moi, est le premier de cette poule. Parce que tout ce que j'ai dit pour la Côte d'Ivoire, remets-les au Ghana, mais ils sont plus en avance. Genre, le fait de trouver la bonne alchimie entre les anciens et les nouveaux joueurs, les Ghana, ils l'ont fait avant. Parce que la génération d'avant, elle était en train de partir déjà, et ils ont tourné la page. Ils ont été très intelligents dans tourner la page, et donc là maintenant ils arrivent prêts. Peut-être pas encore prêts pour gagner la CAN, mais ils sont prêts pour faire de très très bonnes choses, pour aller très très loin dans cette CAN pour moi. Et déjà on parle des anciens, les frères Ayou, André et Jordan Ayou, ils sont toujours là, et ils sont toujours là pour emmener les Ghana de l'avance. Et donc déjà eux c'est très très important. Mais on parle de jeunes, c'est plus de Ghana seulement des frères Ayou, mais c'est le Ghana de Mohamed Kudus, de Iñaki Williams, de Tariq Lamperty. Même des recrutes, des joueurs avec des origines ghanéennes. Et ça c'est important pour les Ghana qui là maintenant ils arrivent dans cette CAN avec des très très belles cartes à jouer. Et peut-être là aussi l'unique point des difficultés peut être la défense, mais après bon, moi je suis pas très très inquiet, au moins en phase des poules. Et du coup, après le Ghana, on a l'Égypte dans cette poule qui, sincèrement, me donne pas des bonnes vibes. Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait un peu des années que l'Égypte n'arrive pas à gagner la CAN. Déjà, la dernière CAN en 2021, ils sont allés très très proches de la gagner. Ils sont allés en finale, ils sont allés jusqu'au penalty, mais après, ils ont pas réussi. C'était l'année du Sénégal. Ils avaient déjà perdu l'année d'avant, et donc c'était pour eux. Mais bon, l'Égypte, à part ça, je ne vois pas énormément de talents diffusés. Je vois, Momo Salah. Lui, ça va être l'étoile brillante de cette équipe, ça c'est sûr. Mais après, autour de lui, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas grand chose énormément. Il y a, Marmouche, il y a Elneny, des bons joueurs comme El Shenaoui, des joueurs expérimentés et tout, dans cette compétition. Mais après,
c'est pas grand-chose. Je ne vois pas vraiment grand-chose dans cette équipe, sincèrement. Et donc, pour moi, plutôt que d'aller en finale cette année, je vois faire un peu comme en 2019, ouais, passer la phase des poules, mais après sortir très très tôt. En huitième de finale, je vois sortir. Peut-être je suis trop dur avec eux, mais vraiment, j'ai pas de grand espoir pour les Pharaons. Je suis désolé. Et en plus, pour moi, les Pharaons, ils doivent faire attention à une autre équipe qui, pour moi, ça peut être l'équipe un peu surprise, l'une des équipes surprises de la CAN, c'est-à-dire Cap-Vert. C'est incroyable à se dire, mais pour moi, Cap-Vert, ils peuvent être l'équipe surprise de cette Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu de joueurs un peu fous, avec du talent, mais ils sont un peu fous. Je pense par exemple à Giovanni Cabral, qui maintenant joue en Italie à Salernitana et qui a le talent. Et des joueurs comme lui, ils peuvent te donner un coup sur un match et après, même s'ils vont passer la phase des poules, même pour eux, je vois pas les aller très très loin dans la continuation de la CAN. Et après, pour le Mozambique, j'ai quasiment rien à dire, sincèrement. Mozambique, c'est déjà beaucoup pour eux d'être arrivés ici. Après, ouais, ils peuvent toujours faire la surprise parce que dans la CAN, tout le monde peut faire la surprise, mais sincèrement, je vois pas grand chose. Là, il faut se prendre un peu du temps pour parler du groupe C, parce que le groupe C voit s'affronter des équipes comme le Sénégal, les Cameroun, la Gambie et la Guinée. Bon, déjà, on va commencer en parlant du Sénégal, les champions de titre de la CAN. Ils ont gagné la dernière CAN en 2021. Et là, ils ont une équipe, je ne sais pas si dire encore plus fort par rapport à celle de la dernière CAN, mais quand même, ils ont une équipe là maintenant beaucoup plus jeune aussi. Ils ont des joueurs qui sont arrivés beaucoup plus prêtes, plus jeunes aussi, qui peuvent donner un coup de main à des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gueye, et à part que ça là maintenant, on a des joueurs comme Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, des joueurs qui on ne peut pas laisser à la maison. Ils sont trop importants maintenant pour différentes équipes en Europe. Si je pense à Nicolas Jackson, c'est pour le moment l'unique attaquant qui fait un peu plus au Chelsea. Si je pense à Iliman Ndiaye, il est en train de faire très très bien à l'Olympique de Marseille, même s'il peut encore améliorer. Et Pape Matar Sarr, il est central là maintenant dans les milieux de terrain du Tottenham. Donc on peut pas penser de laisser quelqu'un de ces trois à la maison. Et ce serait très très dur. Et même cette année, ça va être très très difficile de battre le Sénégal qui se représente comme l'un des favoris pour moi à cette CAN. Après le Sénégal, en deuxième place de cette poule, moi je trouve le Cameroun. Pour moi, le Cameroun va être la deuxième classe de cette poule, même si cette poule, je le vois un peu comme les poules de la mort, on va dire ça. C'est les poules de la mort de cette CAN, et donc les surprises sont derrière l'ombre. Mais pour moi, Cameroun va arriver comme une deuxième de cette poule, mais par contre, ils vont pas aller plus loin que ça. Genre, ils vont arriver deuxième, ils vont passer en huitième de finale, mais ils vont sortir là, maximum quart de finale, parce que le Cameroun, je le vois toujours avec la même équipe depuis 2015-2016, ça fait des années qu'ils sont là, et ce groupe-là, il a dépassé son prime déjà. Les joueurs comme Aboubakar, comme Choupo-Moting, ils ont déjà dépassé leur prime. Et même avec les réchangements générationnels, ils sont en arrière par rapport aux autres équipes. Oui, il y a Onana, il y a Mbeumo, il y a Toko Ekambi qui déjà est beaucoup plus en avance en âge, mais après il n'y a pas grand chose à part ça. Gaël Ondoa et Pierre Koundé,
donne pas quelque chose de plus. Zamboanguissa, même lui, il est déjà plus en avance en âge, il a 27 ans. Donc, je vois un peu de contradiction, on va dire, dans cette équipe. Et pour moi, ils sont pas assez forts pour aller plus loin que le quart de finale. Vraiment, quart de finale, pour moi, c'est le maximum pour le Cameroun. En troisième position de ce groupe, moi je mettrais plutôt la Guinée et non la Gambie. Pourquoi? Parce que déjà la Guinée, ils ont un seul attaquant qui, si il arrive à la CAN dans la même forme dans laquelle il se trouve maintenant, il va tout laver. On parle de Serhou Guirassy, 27 ans, il joue à Stuttgart, mais il a déjà des statistiques de fou. 7 matchs, 13 buts. Et il est premier dans les classements des meilleurs buteurs de la Bundesliga, même devant Harry Kane. Donc un attaquant comme ça, à la CAN, va tout laver en fait. Il va bien faire son taf. Après, il n'y a pas que lui. On a aussi Naby Keita, on a aussi Ilaix Moriba, on a Mohamed Bayo, Amadou Diawara, Mokhtar Diakabi, Seydou Sow. Des joueurs jeunes, mais aussi expérimentés. Pas tous, parce que Naby Keita, quand même, il a déjà 28 ans, mais je parle plutôt des Ilaix Moriba ou des Seydou Sow, des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui jouent dans des clubs européens, même pas mal, comme les RB Leipzig ou les RC Strasbourg. Et donc, pour la Guinée, peut-être cette CAN une CAN des révélations. Ça peut être la Guinée peut être sûrement l'équipe surprise de cette CAN, une autre équipe surprise, même plus que le Cap-Vert. Et après, pour cette poule, on va terminer avec la Gambie qui est, pour moi, elle a le talent de Moussa Barrow, elle a le talent de plein d'autres joueurs, pas mal, comme Kolei, mais après, ils se sont retrouvés dans la pire poule possible pour moi. Pour moi, ils se sont retrouvés vraiment dans la pire poule possible. C'est vraiment difficile de faire quelque chose, même avec Yankuba Minte, même comme des joueurs avec Hassan Cissé. C'est vraiment difficile de s'en sortir bien avec cette équipe dans cette poule. Donc, pour moi, ça va être très très dur de passer en huitième de finale pour la Gambie, mais la surprise est toujours derrière nous et nous attendons toujours la surprise. On a déjà compris CAN égale surprise et l'équipe forte du groupe D, c'est très très bien, c'est-à-dire l'Algérie. Pourquoi? Parce que dans la dernière CAN en 2021, ils arrivaient comme favoris de cette CAN vu qu'ils avaient gagné en 2019, mais ils sont sortis mal en phase des poules. Ils sont sortis 4e de leur groupe et donc même pas la possibilité pour eux de rentrer comme l'un des meilleurs 3e équipes. Mais là, cette année, je pense qu'ils vont pas répéter la même erreur. Cette année, ils vont passer, ils vont faire même une bonne CAN, une très très bonne CAN. Pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs très très importants, des joueurs qui peuvent assurer beaucoup de choses du point de vue défensif. Ils ont fait des bons recrues au milieu offensif. En défense, on a déjà des joueurs comme Mandi, Bensebaini et Atal au milieu. Et en attaque, les recrutes, ils ont été Awar et Guiri. Et après, on a qui se sont rajoutés à des joueurs comme Mahrez, Slimani, qui est toujours là, il faut se dire, il est toujours là, Benrahma et Boudaoui. Et donc, il se présente très très bien, peut-être pas pour gagner la CAN, mais au moins quart de finale, ils vont le faire pour moi. Quart, demi-finale, ils vont le faire. Après eux, pour moi, dans le groupe D, il y a le Burkina Faso.
Burkina Faso qui pour moi est en train de vivre sa meilleure génération dans l'histoire du football. Ils ont des joueurs très très importants, les leaders techniques sûrement sont Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, ce sont eux les leaders techniques de cette équipe et ils sont jeunes, ils sont des joueurs jeunes, peut-être un peu moins Bertrand Traoré qui a 28 ans mais quand même qu'il a encore des choses à dire du point de vue international, mais des joueurs comme Tapsoba et Dango Ouattara ils ont 24 ans, 21 ans, donc c'est encore beaucoup, il doit faire encore beaucoup de choses, mais déjà maintenant ils ont déjà fait beaucoup pour le Burkina Faso. Ils sont arrivés troisième ou quatrième, je me rappelle plus, à la dernière CAN, et là on est toujours proche d'aller remporter la CAN, d'aller prendre la CAN et de la ramener à Ouagadougou. Ce serait sûrement la fête pour eux qui s'attendaient pas du tout ça, mais comme j'ai dit, c'est la meilleure génération de l'histoire de Burkina Faso peut-être. On passe tout de suite à la troisième équipe du groupe D. Pour moi, ça va être l'Angola. Angola qui a déjà des bons joueurs en attaque, joueurs comme Elder Costa, Mbalanzola, Luvumbo-Zito, et donc des joueurs qui ils te font jouer à football. Ça va courir très très vite. Ils sont des joueurs rapides, donc je m'attends de la part de l'Angola un jeu très très rapide. Je m'attends que les joueurs ils vont rapide, ils vont droit au but et il marque parce que un joueur comme Zola doit marquer. Un joueur qui il joue en Italie à Fiorentina, les gens ils s'attendent de lui qu'il marque. Donc moi je m'attends de lui qui marque des buts en profondeur et qu'ils arrivent très très rapide. Joueurs comme El de Costa et Tito Luvumbo sont des joueurs rapides qui te font jouer et tout. Et après il y a la Mauritanie qui déjà c'est une très très belle histoire. Pour eux, le fait d'être arrivé à la Coupe d'Afrique, et à part ça, sincèrement, je ne trouve rien d'autre. Et donc, je m'attends dans le groupe D, premier Algérie, deuxième Burkina Faso, troisième Angola et quatrième Mauritanie. On passe au groupe et le groupe E qui a comme équipe la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Mali. Pour moi, déjà la première équipe de cette poule est la Tunisie. Tunisie qui est dans le bon milieu d'un rechange générationnel, un changement générationnel. On est en train de passer de l'équipe des Wabi Kazri, des Naim Sliti, des Youssef Msakni, des joueurs qui ont fait quand même des très très bonnes choses pour l'équipe de Tunisie, pour les Aigles de Carthage dans les dernières années. Et on est en train de passer à des joueurs comme Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, joueurs qui, pour le futur, vont être la base pour moi de cette équipe. Cet changement générationnel peut vouloir dire qu'ils sont pas prêts pour gagner la CAN. Pour moi, ils vont pas gagner la CAN, ils vont passer au 8e de finale, sûr, parce qu'ils sont forts, ils ont le talent, mais après, il y a des équipes plus prêtes. Il y a le Burkina Faso, il y a l'Algérie, il y a les Maroc, donc on va parler après, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont plus prêtes par rapport à eux, et donc ils vont souffrir ça pour moi. On arrive à la deuxième équipe de cette poule, c'est que moi j'appelle équipe casse-couille, parce que les jeux de Mali, en fait, c'est un type de jeu très très physique. Ils ont des joueurs très très physiques, ils vont s'imposer sûrement au milieu de terrain avec leur physicité. Ils ont des joueurs musculaires comme Bissouma, Mohamed Kamara, Abdoulaye Doucouré, Jake Doucouré, des joueurs qui ils s'imposent avec leur physique et avec leur course. Ça va être ils ont pas les talents
des autres équipes, même s'ils ont des joueurs attaquants, même lui physique, Ibrahima Koné, et on ne sait pas s'il va être là à cause d'une blessure, mais l'attaquant qui pourrait amener un peu plus des talents, c'est le Bilal Touré, et qui serait très très important avec sa rapidité et avec son imprévisibilité, mais la caractéristique de cette équipe, c'est sûrement la physicité et la course. Et donc, moi, je m'attends à Mali qu'il passe le tour, mais après, s'ils passent le tour, ils arrivent à huitième de finale, dès là, ils peuvent faire un peu tout. Parce que c'est vraiment l'équipe casse-couille de cette Coupe d'Afrique pour moi. Après ces deux équipes, on va introduire les autres deux équipes de groupe E, c'est-à-dire l'Afrique du Sud qui pour moi va finir troisième et la Namibie qui pour moi va sortir tout de suite. Sincèrement, la Namibie, je vois pas énormément de choses. Même discours que j'ai fait pour la Mauritanie, c'est beaucoup pour eux déjà d'être arrivés à la Coupe d'Afrique, mais après, à part ça, après 3 matchs, je pense que c'est dehors. Et l'Afrique du Sud, par contre, il peut ramener quelque chose. Ils ont joueurs comme Lyle Foster, qui est quand même 23 ans. Lyle Foster peut être les leaders de l'Afrique du Sud, mais après ça va être vraiment difficile de battre des équipes comme le Mali avec sa physicité et la Tunisie avec son talent peut quand même t'emmener très très loin. Et quand même, je m'attends au moins une troisième place, mais même là-bas, ça va être difficile pour eux de rentrer dans les meilleures trois équipes dans les meilleurs troisièmes de cette CAN. On va passer au dernier groupe de cette CAN, c'est le groupe F qui voit s'affronter Maroc, Tanzanie, RDC et Zambie. Déjà pour moi, Maroc favori, l'un des favoris de cette CAN parce que il se présente avec une armée en fait. Et si on voit les joueurs qui jouent là par rapport aux autres équipes, ils sont bien en avance. Ils viennent de faire une demi-finale à la Coupe du Monde 2022. Donc ils arrivent très très près. Et on lit seulement les noms du joueur: Ziyech, Hakimi, Sofiane Amrabat, Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri, Romain Saïs, Unai, Amin Adli, Noussair Mazraoui, des joueurs l'un plus fort de l'autre, joueurs qui peuvent aider encore, et on lit encore Amin Harit, autres joueurs de talent. Ils sont bien fournis en attaque, au milieu et en défense. Donc ça va être vraiment difficile pour les autres équipes de battre les Maroc qui, comme objectif, ils ont la finale. Pas d'autre objectif pour le Maroc. Et c'est pour ça qu'il doit jouer le Maroc, pour arriver en finale de la CAN. C'est le moment pour le Maroc de gagner notre CAN, moi je pense. Bon, après le Maroc, moi je trouve en cette poule la RDC, parce que la RDC, ils sont en train de remonter le niveau à nouveau après une période très très difficile où ils sont sortis même, ils se sont pas qualifiés du tout à la dernière CAN 2021. Et là, cette année, ils sont arrivés et même pas sans difficulté, et ils sont prêts pour au moins passer la phase des poules. Ça c'est sûr. La RDC a un effectif assez fort pour passer la phase des poules. Ils ont des joueurs même bien fournis en défense avec Gédéon Kaloulou, Chancel Mbemba, les piliers défensifs de la RDC, et Arthur Maswaku, les joueurs expérimentés, même au milieu de terrain comme Motosami, Charles Piquel, et on attaque, on laisse faire à Bakambu, à Yohan Wissa, à Silas Katompa, tous des joueurs qui peuvent te donner les talents qu'ils te servent en attaque avec Kakuta, Meshakelia. Mais après, à part ça, c'est pas encore les niveaux des grandes équipes africaines actuelles. Donc pour moi, le Congo va passer le barrage, il va arriver en 8e, quart de finale, on va dire ça. Mais après, plus que ça, c'est mort. Pour moi, le Congo va pas aller plus loin que ça. Ça me fait mal un peu parce que je suis
d'origine congolaise, mais il faut dire les mots, il faut dire la vérité. Après, on va très rapidement passer sur les deux dernières équipes du groupe F. La Zambie qui pour moi va arriver troisième, qui a quelques bons joueurs de bon talent comme Patson Daka et Lamek Banda qui peuvent aider l'équipe à gagner un match, peut-être le match contre la Tanzanie et tout, qui peuvent aider à faire un peu de surprise ici et là-bas, mais après, c'est pas la même chose que les autres équipes. Ils sont pas assez forts pour aller plus loin que ça. Et pour moi, pour eux, ça va être vraiment difficile aussi de rentrer dans les meilleurs troisièmes de cette CAN. Et après la Tanzanie, à part Samata, que c'est vraiment l'unique joueur que je me rappelle de la Tanzanie, je vois rien d'autre honnêtement. Donc pour moi, ils vont sortir tout de suite en phase de poule. Là maintenant, on ferme l'onglet football et on ouvre la rubrique motorsport. On ouvre la rubrique motorsport et on parle d'aujourd'hui des MotoGP en particulier. Pourquoi? Parce que c'est les week-ends du Grand Prix d'Indonésie et parce que il vient de se passer la sprint race ce matin. Parce que vous savez déjà, qui suivent la MotoGP le sait déjà, cette année, tous les courses, ils ont une sprint race et après, ils ont les vrais Grands Prix, la vraie course. Et ça met beaucoup d'incertitudes, ça donne beaucoup de points et ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps le classement. La MotoGP, ça a été toujours ça. Et cette année, c'est pareil, c'est pas comme la saison de Formule 1 où tu as un Verstappen qui est là et qui domine tout. Cette année, on a eu la première moitié de la saison dominée par la Ducati de Pecco Bagnaia, de Francesco Bagnaia. Mais par contre, là maintenant, on a Jorge Martin qui prend sa première place, la première place de Francesco Bagnaia en tant que leader de la Coupe du Monde de MotoGP et après les deux il y a toujours Marco Bezzecchi qui en fait il est toujours là proche, il est toujours là même s'il est un peu plus loin par rapport aux deux, il est toujours là, il peut toujours prendre des points et on attend encore le Grand Prix le Grand Prix officiel, la vraie course pour voir encore comment ça va se passer. Seulement que le problème qu'on peut trouver à Bezzecchi, c'est qu'il est encore inexpert. Il est très jeune, Bezzecchi. Il est pas dans les circuits depuis longtemps. Et donc, cette inexpérience, on l'a vu beaucoup de fois. On l'a vu perdre des Grands Prix. On l'a vu se retirer dans des Grands Prix où il était premier, où il était en train quand même de courir pour la victoire et tout. Et par contre, Bagnaia et Jorge Martin, ils sont dans les circuits depuis beaucoup plus de temps, ils sont beaucoup plus expérimentés et tout. Bagnaia, il a déjà gagné la Coupe du Monde de MotoGP l'année passée face à Quartararo en récupérant énormément de points. Donc lui aussi il a l'expérience des victoires. Et Martin, on le connaissait surtout parce que il était très bon, surtout dans les courses où il pleuvait. Il était bon avec la pluie et tout. Et cette année, par contre, il a amélioré même en conditions de sèche. Et ça lui a donné sûrement un coup de plus pour arriver à ce statut des concurrents pour la victoire du mondial des MotoGP. C'est très important, ça a été très important cette step en avant pour lui. Et là maintenant il est premier parce que déjà ce matin dans la sprint race de ce matin il a déjà pris sa première place, il a gagné la sprint race. Et il a déjà 7 points d'écart par rapport à Bagnaia qui, après avoir fait une première partie de saison stratosphérique, il gagnait que lui. Il voulait laver complètement la catégorie MotoGP. Et après ça, il a baissé de niveau. Il a eu aussi
Il a eu aussi des problèmes comme des accidents qui l'ont sûrement touché et tout, mais il a été tellement fort pour revenir après les accidents qu'il a eu. Par exemple, je pense à Misano où il fait une course extraordinaire. Il arrive troisième si je me rappelle pas mal, mais il fait une course extraordinaire après l'accident qu'il avait eu, les Grands Prix d'avant. Et il était complètement épuisé. Là maintenant, il ressemble s'être rétabli, même rapidement, je dois dire, de l'accident qu'il a eu. Et donc il veut aller pour gagner. Il a déjà déclaré qu'il veut gagner aujourd'hui et il veut gagner demain en Indonésie. Et donc je m'attends à une finale de saison très très intéressant de la part de deux, voire trois, parce que Bezzecchi, oui, il est jeune et tout, mais il a le talent pour aller gagner. Et donc, pourquoi pas? Il peut être la surprise de cette MotoGP. Après, tous les autres, ils sont plus en arrière, ils peuvent toujours gagner des courses et tout, mais pour les mondiaux, c'est fini. Je parle de Binder, Espargaro, Zarco, Viñales, c'est déjà fini pour eux. Et on va en reparler l'année prochaine. Après ça, je voulais parler d'une news qui a bousculé cette fin de semaine des MotoGP, parce que à part le GP d'Indonésie, on a eu dans la semaine la nouvelle de Marc Marquez qui va laisser pour la première fois la écurie Honda pour se transférer en Ducati. Il va aller dans les teams Gresini et il va courir avec son petit frère Alex Marquez. Qu'est-ce que ça nous dit cette nouvelle? Il dit que Marc Marquez, première chose, il veut sortir de sa comfort zone. Il a déclaré lui-même qu'il veut sortir de sa comfort zone. Il a été toujours en Honda. C'est avec Honda qu'il a dominé pour des années la MotoGP. Et donc là, c'est le moment d'une nouvelle défi. Et pourquoi pas chercher des défis encore une fois les grands noms de la MotoGP actuelle encore une fois pour aller gagner des titres et des titres. Vu que quand on parle du champion comme Marc Marquez, les titres ne sont jamais suffisants. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que les écuries japonaises sont en crise. On parle des Yamaha et des Honda qui vont pas bien. Ça se voit, les résultats de ces deux écuries et de toutes les équipes qui gravitent autour de ces deux écuries, et ils sont mauvais. Quartararo, il galère cette année. Il galère beaucoup. Et comme Quartararo, il y a Marc Marquez qui galère. Et je sais pas, on parle même de Alex Rins, un autre champion du monde. Et tous des coureurs comme ça qui on ne dirait jamais. Non, excusez-moi, c'est pas Alex Rins, mais c'est Johan Mir. Sont tous des coureurs comme ça qui galèrent énormément. Et tout ça parce que les écuries japonaises, ils arrivent pas à suivre les mêmes rythmes des écuries italiennes. On parle des Ducati et des Aprilia en particulier, surtout Ducati. C'est la difficulté des écuries japonaises qu'ils doivent se renouveler, ils doivent trouver des innovations, même du point de vue aérodynamique, comme ils ont fait les écuries italiennes, trouver des nouvelles façons de pousser leur moto à d'aller plus vite, trouver des ingéniosités, trouver techniques ou même aérodynamiques qui peuvent aider les coureurs à bien faire, même comme maniabilité, parce que il faut se dire, la Honda ça a été toujours une moto très très dure à conduire, et tous les coureurs qui ont conduit la Honda, ils ont galéré
et où quand même ils se sont retrouvés avec des grosses blessures pour des problèmes de maniabilité. Je pense à Pedrosa, je pense à Jorge Lorenzo dans les dernières années, mais après ça a été comme ça. C'est fini les temps des Valentino Rossi, des Marc Marquez Prime. Là maintenant il faut se renouveler, il faut entrer dans une nouvelle ère qui est les écuries japonaises. En fait, ils semblent vraiment en difficulté à rejoindre avec leur façon de faire, leur façon de travailler et tout. Il faut trouver des innovations autour des écuries japonaises. Avant de passer à la rubrique athlétisme, je voulais avant parler de ce qui s'est passé au Grand Prix de Qatar. Pas beaucoup du point de vue sportif parce que on a eu encore une victoire de Max Verstappen, on a eu encore des McLaren très très performantes, on a eu des quasi désastres Mercedes qui se sont touchés tout de suite à le premier virage et tout. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je voulais parler plutôt des conditions des pilotes après la course. C'était l'une des courses les plus dures de la carrière de ces pilotes. Si je pense à Logan Sargent qui s'est retiré avant parce qu'il n'arrivait pas physiquement à terminer la course. Si je pense à Fernando Alonso qui s'est oustionné, il a montré ses blessures, c'est quasiment oustionné dans la voiture. Si on pense à Lance Stroll qui, dès qu'il arrive à la fin, il court vers l'ambulance parce qu'il se sent pas bien du tout. Si je pense à Alexander Albon qui a eu des problèmes à descendre de sa voiture, où il y a encore Esteban Ocon, Charles Leclerc, même les premiers trois, Norris, Verstappen et Piastri, ils ont eu des difficultés après ça. Et ça, c'est pour dire comment ça a été compliqué pour les coureurs d'arriver à la fin. Ça, c'est pour dire que les coureurs de Formule 1, ils sont, comme tous les sportifs, ce sont quand même des athlètes qui arrivent à supporter, ou ils n'arrivent pas quand même, ils doivent supporter des conditions difficiles, vraiment difficiles, et le fait de faire un Grand Prix au Qatar dans les déserts et avec une humidité qui était très très haute, là peut-être les conditions ils n'ont pas été chanceuses, les conditions n'ont pas été très très chanceuses pour le coureur et tout, mais en fait ça fait raisonner, et ça doit faire raisonner le fait que pour l'argent on nous emmène les coureurs partout, on nous emmène les sportifs partout, on les fait faire toutes les choses qu'on veut qu'ils fassent. Et donc moi perso je pense que il faut revoir un peu ça. Et je ne dis pas que ah non, la FIA ils sont des criminels et tout, et le président de la F1 Dominique Ali il est un dictateur qui est en train de ruiner la F1 et tout. Moi je pense plutôt qu'il faut seulement penser avant qu'il y ait l'argent au bon sens pour la sécurité des pilotes et plus en général pour la sécurité des sportifs, parce que si je pense par exemple aux saisons footballistiques qui augmentent les matchs des années en année, ou si je pense encore aux saisons de basket NBA qui ont comme minimum 82 matchs à jouer. Donc ça, il faut un peu repenser ça. Voilà, c'est ce que ça me touchait de dire avant de passer à la rubrique athlétisme, parce que ce que j'ai vu au Grand Prix de Qatar, c'était vraiment, je dis pas choquant, mais au moins touchant. Là maintenant, on passe à l'athlétisme. Pourquoi? Parce que il manque 286 jours au début des Jeux Olympiques de Paris, qui nous laisse vraiment beaucoup de hype, parce que il y a beaucoup des athlètes
qui veulent participer à ces Jeux Olympiques. Si je pense au basket, il y a sûrement les Dream Team qui est en train de se préparer avec LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Au football, où l'objectif déclaré par Thierry Henry, qui est les commissaires techniques des France Espoirs, c'est l'or. Et en plus, il semblerait que Kylian Mbappé ait participé à ces Jeux Olympiques. Mais on va se concentrer plutôt sur l'athlétisme et on va voir un peu quelles pépites ils vont sortir. Ils peuvent aller pour gagner l'or dans ces Jeux Olympiques. On va commencer par les 100 mètres masculins parce que oui, les tenants en titre pour le moment, il reste toujours Marcel Jacobs, c'est l'Italien qui a gagné devant tout le monde à Tokyo 2020, 2020, mais en vrai 2021 pour le Covid. Mais là, moi, j'ai un seul nom qui peut gagner ça. Pour moi, c'est même en dessous de Marcel Jacobs qui, après la victoire au dernier JO, il a eu plein de problèmes physiques, même en dessous des Arnel Hughes, même en dessous de Christian Coleman, même en dessous de Fred Kelly. Et pour moi, le nom, c'est Noah Lyles. Noah Lyles, la flèche américaine pour moi, les showmen américains. Et je m'attends énormément de lui, même après ce qu'il a fait au dernier Coupe du Monde à Budapest. Et donc, je m'attends pour Noah Lyles comme objectif minimum l'or. Parce que lui, pour moi, c'est l'unique qui peut arriver à gagner l'or. Je m'attends que ça de lui. Après, si on passe aux 100 mètres féminins, moi, j'ai un autre nom américain. Si d'un côté on a Noah Lyles, de l'autre côté Sha'Carri Richardson. Je l'attendais déjà aux Jeux Olympiques 2020, mais pour des problèmes des dopages, des substances illicites, en fait, elle n'a pas pu participer et elle a le défi de battre les 3 flèches jamaïcaines. On parle de Shericka Jackson, Fraser Price et Elaine Thompson qui, dans les derniers JO, les JO 2020, ils ont lavé tout le monde. Ils ont fait 1, 2, 3 Jamaïque, c'est ça. Et donc, ça va être les grands défis pour Sha'Carri Richardson de les battre tous les 3 parce qu'ils sont très très forts. Il y a aussi l'Ivoirienne, la Talu, mais je pense que Sha'Carri Richardson doit gagner. Après, pour les 200 mètres masculins, je vois le même discours que pour les 100 mètres. Pour moi, Noah Lyles, c'est la star. C'est la star, Noah Lyles, de l'équipe USA pour l'athlétisme. Lui, avec Sha'Carri Richardson. Et donc, pour moi, même aux 200 mètres, il va faire son taf. Et après, si je dois faire un autre nom pour les 200 mètres, moi, je dirais plutôt André Degrasse. André Degrasse, il est plus adapté aux 200 mètres qu'aux 100 mètres parce que il a cette tendance à ne pas partir très très bien, mais après à avoir une progression incroyable, avoir une progression de ouf. Et donc, cette progression lui permet d'aller plus en avance pour les 200 mètres. Par contre, pour les 200 mètres féminins, je dirais un autre nom, à part quelques autres noms, à part les noms que j'ai déjà fait pour les 100 mètres. Et les noms, j'ai fait donc le nom de Gabrielle Thomas. Gabrielle Thomas, autre star américaine, elle est en train de bien faire. Elle a fait 2e place à la dernière Coupe du Monde de Budapest. Et j'ai fait aussi le nom de Daryl Nita, la Britannique, qui est bien entraînée pour ça. Et même Dina Asher-Smith, qu'elle a été championne champion de 200 mètres féminins dans le 2019, donc on parle de très très haut niveau quand même. On va aller rapidement pour toutes les autres épreuves. On attend après pour la marathon sûrement les
les athlètes du Kenya, Kipchoge et Kiplat, qui viennent de abattre record sur record sur record sur ça. Pour les grands sauts, on attend la star internationale de cette épreuve, Jamarco Tamberi, avec Mutadza Barshim. Et de les deux, on s'attend vraiment une autre spectacle comme ça a été la dernière fois à Tokyo 2020. Donc il faut s'attendre beaucoup de ces deux. Mais il y a aussi Juvog Harrison qui dans les dernières Coupes du Monde à Budapest est arrivé deuxième. Et donc on s'attend beaucoup même de lui. On a les sautes à la perche où on a une autre star internationale de l'athlétisme, Armand Duplantis, qui en fait il va encore chercher peut-être de pousser encore plus loin le record qu'il avait déjà établi en 6,23 m, si je ne me trompe pas. Après on a les sauts triples avec Hugh Fabrice Zango, qui est le plus fort dans cette spécialité entre les hommes. Et donc pour lui aussi on s'attend beaucoup de choses. Sur les autres épreuves féminines, j'ai deux noms en particulier à faire. Ce sont les noms de Maria Perez pour la course des 20 km, des 35 km, des grandes distances, parce que Maria Perez, elle a lavé tout le monde au dernier Coupe du Monde à Budapest. Et un autre nom que je vais faire, c'est celle de Yulimar Rojas, qui est dans les sautes triples. Elle est encore constante. Elle a gagné l'épreuve dans les Jeux Olympiques de Tokyo, et elle a gagné encore 3 ans après la Coupe du Monde de Budapest. Et donc on l'attend très très chaud pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, pour finir l'épisode, on va enchaîner toute une série de fast news. Sont des news du monde sportif auxquels je voudrais donner des commentaires. La fin de saison du cyclisme, on a vu Dorian Godon qui a gagné le Giro del Veneto, la course italienne, pas très important, après la victoire de Tadej Pogačar au Lombardie, la dernière classique. On est vers la fin de la saison cyclistique 2023, et on sait aussi que la fusion entre Jumbo et Quick-Step ne va pas se faire du tout. Après, on passe rapidement à la pré-saison NBA, où on trouve sûrement deux choses en particulier à noter. Les débuts de Victor Wembanyama, qui est en train déjà de faire des highlights des fous. C'est incroyable, les joueurs. Il a peut-être les joueurs avec le plus de hype dans l'histoire de la NBA après LeBron James, et donc il est en train de se faire déjà sentir là-bas, et il est en train de faire une saison de dingue. C'est incroyable. Il est en train de faire une pré-saison de dingue. Désolé. L'autre news du point de vue NBA que je voulais commenter, c'est en fait les feats entre Chris Paul et les Golden State Warriors, qui on est en train de voir en pré-saison. C'est une feat qui déjà il marche pas mal, du tout. Ils sont en train de trouver les nouveaux équilibres. Chris Paul, il doit s'adapter, lui à 38 ans, 39 ans, à jouer au rythme de la Dub Nation, à jouer au rythme des Golden State Warriors, et s'il s'adapte bien, les Warriors même cette saison, ça va être dur de les battre au playoff, ça c'est sûr. Après ça, on a la Coupe du Monde du rugby. Je voulais parler un peu de la France parce que je sais que vous aimez beaucoup le rugby. Et il y a la Coupe du Monde du rugby où on a Antoine Duplan qui vient de se rétablir de la blessure qu'il avait, et les images il le montre déjà très très performant en entraînement, et avec cette récupération importante pour l'équipe de France, et c'est maintenant les Français vont être plus préparés pour aller jouer les quarts de finale contre l'Afrique du Sud, une autre énorme équipe du rugby.
Après, on passe à la NFL où on trouve au top de la American Football Conference, encore une fois, les Kansas City Chiefs, qu'en fait, ils sont en train de se démontrer un peu les Golden State Warriors des dernières années. Avec Patrick Mahomes, ils ont fait, ce que je rappelle, au moins 3 Super Bowls dans les dernières 5 ans, et ils ont gagné déjà 2 Super Bowls. Patrick Mahomes, il a gagné pour 2 fois l'MVP de Finals et c'est incroyable pour eux. Par contre, c'est vraiment malheureux ce qu'il est en train de se passer aux New York Jets, où qui se retrouve au fond de la conférence après la blessure de Aaron Rodgers, qui était la grosse recrute de la off-season de NFL. Par contre, si on passe à la National Football Conference, on trouve deux équipes au top de cette conférence. On parle des San Francisco 49ers et des Philadelphia Eagles. Ils ont 2 quarterbacks de très très haut niveau, comme Brock Purdy pour les 49ers, recruté dans le draft 2022 de Iowa State, qu'il est en train déjà de faire monter des niveaux aux 49ers, et comme l'expérimenté Jalen Hurts pour les Philadelphia Eagles, il lance encore une fois les défis aux Kansas City Chiefs après le final des Super Bowl de l'année passée. Et donc ils sont déjà très très chauds, ils sont en train d'aller très très bien, et donc on s'attend des playoffs agressifs de leur part. Et donc aussi pour aujourd'hui, aussi pour cette semaine, on a fini l'épisode. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour la semaine d'après? Déjà Formule 1, Grand Prix de Austin en États-Unis. MotoGP, on a les Grands Prix d'Australie, Phillip Island, circuit historique. Après, la saison NFL continue, la saison NBA va débuter dans une semaine et demie, vont recommencer les championnats de football. Donc on a toujours plein de choses à parler, mais on peut pas faire tout dans une fois. On va faire semaine par semaine. Ciao les gars.